donner 2 ou 3 considérations que m'ont inspiré vos communications. La première considération que vous m'avez inspirée, c'est que je me rends compte que le thème de notre colloque et les sujets que vous avez introduits ce matin montrent que nous sommes dans une problématique ou bien dans une préoccupation scientifique qui exige quelques précautions méthodologiques. Parmi ces précautions méthodologiques, je voulais peut-être évoquer 3 précautions méthodologiques qui me paraissent très importantes pour aborder les questions que nous sommes en train d'aborder parce qu'elles sont très importantes. La première considération méthodologique, je pense que c'est la rigueur définitionnelle. Parce qu'en fait, nous sommes en train d'aborder minorités en Afrique, etc. Et je crois savoir que hier, il a beaucoup été question de l'entendement qu'il faut avoir de la notion de minorité. Je pense même que le colloque aurait pu prévoir, aménager une séquence et un espace rien que pour les définitions. Parce que c'est peut-être un sujet ou des thématiques sur lesquelles il n'est pas facile de s'entendre sur le sens des mots, notamment du mot central ici. C'est pas évident, hein, il ne faut pas considérer que c'est connu, quoi. Non, c'est pas connu, quoi. La notion de minorité. On peut définir, on peut s'employer à définir, on peut donner une perspective définitionnelle, mais elle reste toute relative. Et moi, voilà, est-ce que la notion de minorité ne mérite pas qu'on prenne le temps de définir et de chercher à nous entendre? On ne s'entendra jamais de toute façon. Mais de chercher à nous entendre au moins sur ce qu'il faudrait peut-être entendre comme minorité. On peut même se poser la question de savoir, est-ce que finalement, le mot minorité nous permet, nous, de rendre compte de la réalité et de nommer ce qu'on veut nommer? Est-ce que c'est minorité réellement? Est-ce qu'au fond, on ne peut pas renoncer à ce mot et lui substituer pour les besoins de notre colloque ou pour les besoins de notre analyse ou simplement de nos communications d'autres termes qui nous paraîtraient peut-être plus appropriés que minorité tout en visant la même chose? C'est juste pour dire que je pense que sur ces questions, le temps de la définition me paraît un temps qu'on ne peut pas négliger ou dont on ne peut pas faire l'économie. Et donc j'aurais suggéré du point de vue méthodologique plus d'espace pour la définition de ce concept de minorité. Surtout si on l'articule avec l'état de droit. État de droit et minorité, est-ce compatible, est-ce antinomique plutôt? Quelle articulation? Certainement. Est-ce qu'au fond, il n'y aurait pas une incompatibilité de nature entre état de droit et minorité, selon la conception qu'on peut en avoir? Ou bien est-ce qu'il faudrait plutôt organiser une articulation fonctionnelle, utilitaire entre minorité et état de droit? Je ne sais pas, je suis juste en train de poser des questions d'ordre méthodologique. Je ne réponds à aucune question. Deuxième considération d'ordre méthodologique qui me paraît aussi très importante après vous avoir écouté et après avoir lu le programme notamment du colloque, c'est face à ce sujet aussi, c'est près de la neutralité, quoi. La neutralité, la prudence, voire même une certaine indifférence. Parce qu'au fond, l'ethnicisation, par exemple, du vote, qui a été discuté tout à l'heure, au fond, on peut se poser la question de savoir, est-ce un problème? Est-ce vraiment un problème? Bon, on peut considérer que oui, c'est un problème, parce que, comme le disait tout à l'heure le professeur Amatsa, que oui, ça peut entraîner une certaine tension, ça exprime dans une certaine mesure une faiblesse de la culture civique, etc. Mais moi, je pense qu'ici, on devrait plutôt penser aussi à la réalité et non à ce qu'on voudrait. Récemment, il y a une thèse qui a été soutenue, le professeur Abdrahman Cham était membre du jury d'ailleurs, c'était sur la démocratie ethnique en Guinée. Très intéressante thèse. Je pense aussi que les colloques parfois doivent être les moments de vulgarisation. Je ne sais pas d'ailleurs si cette thèse n'a pas fait de présentation dans ce colloque. La démocratie ethnique en Guinée. Démocratie ethnique. Parce que tout à l'heure, vous avez indiqué les différentes formes de démocratie qui existent. Mais la démocratie ethnique. Vous avez parlé de démocratie participative, démocratie libérale, démocratie... Mais pourquoi pas la démocratie ethnique? Et au fond, pourquoi connoter négativement la démocratie ethnique?
Mais elle peut être positive, la démocratie. Je ne l'affirme pas. J'envisage simplement la possibilité. On peut penser peut-être que la démocratie ethnique correspondrait peut-être aux besoins sociopolitiques de certaines sociétés politiques africaines. Et pourquoi on devrait le dire? Non, vous ne devez pas vouloir la démocratie ethnique. Vous ne devez pas voter pour le candidat de votre ethnie. Mais est-ce qu'ils ont envie de voter pour le candidat de leur ethnie? Vous parlez, nous, vous vous trompez. Il faut bien, il se peut qu'ils ne se trompent pas. Peut-être bien que c'est ça qu'il faut. Non, il faut voter pour les programmes. Et s'ils ne sont pas convaincus par les programmes? Non, il faut privilégier l'idéologie. Et s'ils considèrent qu'il n'y a pas d'idéologie? C'est ça. Il faut voter pour ceux qui vous proposent des solutions. Et si les solutions proposées par les hommes politiques sont nulles? On les trouve nulles. On n'est pas convaincus. Et nous, voilà, après avoir analysé tout ça, parce que n'oublions pas, ça c'est les politiques qui le disent, l'électeur est toujours un électeur rationnel. Le problème, c'est quel est le contenu de sa rationalité. Ça. Et voilà pourquoi j'ai dit, là aussi, j'évite les prises de position, mais je pense qu'on peut observer une certaine neutralité sur ces questions-là. Et voilà, faire attention très vite pour ne pas considérer que voilà, c'est pas bon, voilà, l'Afrique est en retard, les histoires d'ethnicité, etc. Non, je pense que voilà, prudence et neutralité sur les questions à tout le moins. Et puis, voilà, constatation aussi de ce qu'est la réalité. Et respect par rapport à la réalité. Respect. Voilà, ça n'est pas de stigmatisation de la réalité. Et troisième et dernière considération idéologique sont aussi des questions, et ça c'est aussi vos communications qui me l'ont inspiré, je pense aussi des questions sur lesquelles il faut beaucoup privilégier, selon les occurrences et selon les objectifs scientifiques visés, le comparatisme et les monographies. Comparatisme pour relativiser. Et j'ai bien apprécié les exemples qui ont été donnés par Dem tout à l'heure. Il a donné des exemples d'autres pays. Pourquoi? Parce que le comparatisme permet de relativiser. Quand on ne compare pas, quand on est enfermé, bon, on est dans la démocratie électorale en Guinée, au Burundi, c'est pas bon, c'est des sauvages, voilà pourquoi. Voilà. Mais quand on fait du comparatisme, on se rend compte, ah attention, il faut peut-être relativiser. Il y a de grandes démocraties dans le monde qui ont connu des séquences de démocratie ethnique. Les Pays-Bas, je pense, c'est une démocratie. Mais aux Pays-Bas, on a pratiqué pendant longtemps la démocratie ethnique. De telle sorte que d'ailleurs, il y a un professeur, Arend Lachman, qui a été obligé de lui donner une consistance doctrinale et théorique, le consociationnisme. Mais Arend Lachman a constaté finalement que bon, c'est une réalité qui correspond à une époque historique de la Hollande, mais il faut la théoriser, il faut l'organiser. Et la Hollande est juste un exemple, mais elle n'est pas le seul. Quand on va dans un pays comme le Liban, par exemple, Arend Lachman a beaucoup influencé la construction politique et constitutionnelle, notamment du Liban et bien d'autres pays. Donc je vous dis, c'est des questions, parce que complexes, on pourrait peut-être les aborder dans une perspective de comparatisme. Et quand on compare, on relativise beaucoup. Et parfois aussi, il faut les aborder plutôt dans une perspective vraiment d'études de cas, quoi. Et les études de cas, parfois, c'est pour mesurer l'existence du vote au Sénégal. Est-ce une réalité? Mais on ne peut pas le dire si on n'a pas mesuré. Il faut mesurer, il faut constituer une communauté épistémique, il faut prendre la question au sérieux. On la prend au sérieux, on mesure. Et c'est une fois qu'on mesure qu'on peut dégager peut-être des tendances réflexionnelles, des tendances de conclusion. Mais en fait, c'est des choses qui ne doivent pas être vite dites. Non, il faut les dire lentement, après les avoir mesurées, les avoir éprouvées. Mais souvent, on les dit vite. Et quand on les dit vite, souvent on ne les dit pas bien. Donc voilà quelques considérations méthodologiques que je voulais rapidement évoquer pour introduire nos discussions. Je vais ouvrir une liste pour ceux qui veulent intervenir.